Bonjour à tous, il s'agit d'une présentation sur les complications précoces de décubitus. Donc en introduction, il faut comprendre ce qu'est l'immobilisation et ses conséquences. L'immobilisation, c'est l'ensemble des complications physiques et psychologiques qui vont être dues à une inactivité, une pauvre activité musculo-squelettique. Cette immobilisation, ce décubitus forcé au décours d'un problème de santé entraîne des vraies conséquences sur le pronostic vital, tout d'abord, nous allons le voir, mais aussi sur le pronostic fonctionnel et la durée d'hospitalisation. Ce qui est particulièrement rageant dans les complications de décubitus, c'est que la très grande majorité de celles-ci sont et prévisibles et anticipables. On note que ces complications sont régulièrement en augmentation avec l'âge des patients. Tout d'abord, les conséquences médicales qui nécessitent un décubitus prolongé. Elles sont finalement assez rares. Il y a évidemment le coma, les états de choc, les déficits neurologiques massifs, parfois des états médicaux qui sont tellement instables qu'ils nécessitent le fait d'être alité. Mais finalement, les cas en médecine sont assez rares pour entraîner une impossibilité de s'asseoir ou de se mettre debout. En chirurgie, c'est un peu plus fréquent, en particulier les chirurgies des membres inférieurs. Donc la complication la plus fréquente, la plus connue et la plus redoutée est l'escar, qui est dû à un appui prolongé sur un plan dur et au niveau cutané. Il y a une présentation spécifique sur cette partie. Les complications thromboemboliques. Les complications thromboemboliques, elles sont secondaires à une mauvaise activation de la pompe euh, vasculaire au niveau des membres inférieurs en particulier. Et donc cette mauvaise activation de la pompe musculaire va entraîner des caillots au sein des veines. Cliniquement, la phlébite du membre inférieur se traduit par un œdème au niveau du molaire, un mollet qui est rouge, induré. Et la principale complication qui est redoutée au décours des phlébites, ce sont les embolies pulmonaires qui peuvent engager gravement le pronostic des patients. Les facteurs favorisant à l'apparition d'une phlébite du membre inférieur, il y en a un certain nombre qui multiplient grandement ce risque, en particulier les coagulopathies, les cancers, les chirurgies des membres inférieurs, mais aussi des événements médicaux comme la déshydratation ou les syndromes inflammatoires. Évidemment, la paralysie, qui entraîne une absence totale de pompe musculaire, va grandement favoriser les phlébites. À titre d'exemple, je vous indique ce tableau où est noté un score de risque de faire une complication thromboembolique. Ce risque est absolument majeur en cas de cancer, en cas d'âge avancé, en cas de paralysie de mobilité réduite, un peu moins, mais tout à fait existant en cas d'obésité ou de problématiques cardiovasculaires. On note que si ce risque est supérieur à 3, le risque est tout à fait notable et nécessite une prévention active. La prévention active repose essentiellement sur les héparines de bas poids moléculaire injectées en sous-cutané. La seule héparine ayant actuellement l'AMM est le Lovenox. Il faut garder en mémoire que la mise sous HBPM nécessite une surveillance étroite des plaquettes avec des numérations et qui doit être adaptée à la fonction rénale du patient. Bien souvent, on se pose la question de la durée de cette prévention, en particulier chez les patients qui sont paralysés dans le cadre de lésions de la moelle épinière ou d'accident vasculaire cérébral. Plusieurs semaines, même si la paralysie diminue avec le temps, sont souvent nécessaires. Et en cas de paralysie persistante, comme chez les tétraplégiques par exemple, on propose de garder cette prévention plusieurs mois et de l'arrêter de façon très précautionneuse. Les autres traitements préventifs sont les contentions veineuses élastiques, appelées souvent bas de contention. Leur niveau de preuve en termes d'efficacité est bien moins élevé que les héparines de bas poids moléculaire et bien souvent, elles ne sont pas systématiquement proposées. Il existe d'autres préventions, mécaniques, manuelles, électrostimulation, les compressions pneumoniques, les compressions pneumatiques, mais ces autres traitements préventifs ont clairement une efficacité qui est moindre que les héparines de bas poids moléculaire. La principale prévention des complications de décubitus, c'est d'essayer de rendre le patient actif et de le plus tôt et le plus vite possible le mettre assis, le mobiliser, le rendre actif.
Une autre complication assez fréquente lors du décubitus prolongé, c'est le reflux gastrique, les fausses routes, et tout cela a comme conséquence médicale des complications bronchopulmonaires. Les complications bronchopulmonaires, elles sont favorisées par la stase des sécrétions bronchiques quand on est en décubitus prolongé. Cette stase entraîne un encombrement, voire une atelectasie sur le plan pulmonaire, et tout cela favorise grandement les infections bronchopulmonaires. La présence d'un reflux gastro-œsophagien et évidemment les fausses routes, qui sont beaucoup plus fréquentes quand on est en position allongée qu'en position assise, vont être des grands pourvoyeurs d'infections bronchopulmonaires. D'autres facteurs favorisants personnels aux patients sont présents. On peut noter le tabagisme et la BBCO par exemple. Pour prévenir ces pneumopathies, il faut noter que l'hydratation est quelque chose d'important, car elle va fluidifier grandement les sécrétions pulmonaires. Évidemment, la prise des repas et l'hydratation doivent se faire en position assise ou demi-assise. Enfin, la kinésithérapie de désencombrement est parfois proposée. Une fois de plus, le meilleur moyen de ne pas avoir de complications de décubitus, c'est d'être assis et actif le plus vite possible. Une autre complication précoce de décubitus, ce sont les compressions nerveuses. Par exemple, là, au niveau de la tête de la fibula, vous avez le nerf fibulaire qui cravate la tête de la fibula, et comme vous pouvez le noter, l'espace cutané et sous-cutané est extrêmement faible, et donc très rapidement, en cas de compression prolongée, cette compression c'est de l'ordre de quelques heures, le nerf peut être lésé au niveau du point de compression. Pour le prévenir, la meilleure solution est évidemment de supprimer le plus possible tous les points de compression, et pour cela, il faut se méfier beaucoup, en particulier des ridelles au niveau du lit, et d'une mauvaise installation du patient au lit. Donc, le mettre bien au centre de son lit, les jambes avec légèrement fléchies, le bassin légèrement fléchi, et les bras qui reposent sur le thorax. Encore une fois, le meilleur moyen de ne pas avoir de complications de décubitus, c'est d'être assis ou debout. Les complications urinaires, la constipation, la désadaptation cardiaque, la désadaptation posturale, ce sont des fonctions végétatives au niveau du corps, et l'être humain a été construit pour être debout, et à partir du moment où il est en décubitus prolongé, il y a un dysfonctionnement de toutes ces fonctions végétatives. Les plus fréquentes et les plus embêtantes sont de loin la constipation. Ici, vous avez des niveaux avec un syndrome occlusif, et la rétention aiguë d'urine ou chronique d'urine, que bien souvent nous sommes malheureusement amenés à traiter par des sondes urinaires à demeure. Là aussi, le fait de mettre le patient debout va permettre de prévenir ce type de complications. Un mot sur les complications tardives de décubitus. La plus fréquente est représentée par les rétractions musculaires. En effet, quand le patient n'est pas installé de façon physiologique, n'est pas mobilisé, à ce moment-là, petit à petit, le corps musculo-tendineux va perdre de l'élasticité, voire se rétracter, et donc entraîner une ankylose, un enraidissement des articulations, qui bien souvent est définitif. Et bien que cette complication soit décrite comme tardive, elle peut arriver assez rapidement dans l'histoire des patients, et la conséquence importante à cela, c'est que pour un patient paralysé, par exemple, qui aurait une récupération de sa motricité, une fois que la jambe est ankylosée avec un grand flexum de genou comme ici, les possibilités de marche vont être extrêmement difficiles, alors que la paralysie a plutôt bien récupéré. Pour lutter contre l'apparition de ces rétractions musculaires, là aussi, une des solutions importantes, c'est la bonne installation du patient, avec les genoux et les hanches si possible en extension, et les pieds si possible à 90 degrés par rapport à la cheville. Voilà, donc pour retenir les grands pourvoyeurs de complications de décubitus, je vous propose de vous souvenir de la peau avec les escarres, le pipi qui correspond aux troubles végétatifs, en particulier la constipation qu'il ne faut pas oublier, le poumon, les pneumopathies et les embolies pulmonaires, et les phlébites. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à consulter la deuxième partie de ce topo consacré à la rééducation précoce.
et la présentation réalisée sur les escars.